Bonjour à tous. En 1983, quand Clint Eastwood réalise Sudden Impact, le quatrième volet des aventures de l'inspecteur Harry, il réalise le film le plus sombre de la série. Pour son nouveau film, il va encore nous proposer un polar, mais décider qu'il soit encore plus sombre. On va maintenant entrer dans les ténèbres. Pour nous parler de ce film, j'ai la chance d'avoir comme invité Al Benjamin, professeur de cinéma, musicien, écrivain et très grand cinéphile. Alban, quand tu as accepté d'être mon invité, tu m'as tout de suite dit « je veux parler de ce film ». Alors dis-nous en plus. C'est un de mes films préférés d'Eastwood parce que c'est un film qui porte alors plus haut niveau en fait certains des thèmes qu'il avait développés auparavant, et puis il a une dimension extrême qu'on trouvera pratiquement plus jamais par la suite. Et puis l'autre raison aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu un tournant dans sa carrière, c'est-à-dire qu'à partir de ce film on a l'impression qu'il y a une fracture et qu'après il reconstruit sa filmographie et il passe à autre chose. Voici l'essentiel sur La Corde raide. La Corde raide de Richard Tuggle, 1984. Clint Eastwood est Wes Block, inspecteur à la police criminelle de la Nouvelle-Orléans. Il s'occupe de ses deux filles après une séparation dont il a du mal à se remettre. Pour oublier, il fréquente des maisons closes et s'adonne à la boisson. Dans le même temps, il traque un tueur en série qui s'en prend essentiellement à des prostituées. Le voilà donc en train d'enquêter sur les lieux mêmes de ses dérives nocturnes. Tout se mêle alors de façon de plus en plus dangereuse, ses fantasmes, les pratiques du tueur, sa famille frappée par un récent divorce. Dans la grande tradition américaine, la vie professionnelle va finir par contaminer la vie privée pour finalement déboucher sur une révélation et une reconstruction morale. Le film est réalisé par Richard Tuggle, mais il faut tout de suite l'oublier. C'est lui qui propose l'histoire à Malpaso Productions et à la Warner Bros. Il ne cédera les droits que si Clint Eastwood accepte de lui confier la mise en scène. Il veut faire ses armes pour devenir cinéaste, sans résultat malheureusement pour l'apprenti réalisateur. Richard Tuggle ne fera ensuite qu'un seul autre film en 1988, Passeport pour une nuit blanche, un échec financier désastreux qui éloigne le débutant maladroit pour toujours des plateaux d'Hollywood. Ce n'est que dans les années 1990 que Clint Eastwood, dans un entretien au Cahier du cinéma, confirmera que Richard Tuggle n'a pas conçu un seul plan. Il n'arrivait pas à se concentrer plus de 10 minutes, confiera Clint Eastwood à Michael Wilson. Aujourd'hui, on sait que la présence active de Tuggle sur le tournage ne sera que d'une journée. La Corde raide est donc bien un film de Clint Eastwood. On reconnaît d'ailleurs son style dans de très nombreuses séquences, ne serait-ce que le plan final, filmé à bord d'un hélicoptère qui part des personnages et s'élève dans le ciel. Une image héritée du maître Don Siegel. Au générique, on retrouve tous ses principaux collaborateurs. Les fidèles Joel Cox au montage, Edward Carfagno au décor, Lenny Niehaus à la musique et Bruce Surtees à la photographie. La contribution de Bruce Surtees au film est essentielle, nous y reviendrons. Il fait la part belle aux actrices. Geneviève Bujold joue le rôle de Beryl Thibodeau, une psychologue féministe qui va aider l'inspecteur Block à la fois dans son enquête et dans sa situation personnelle. Geneviève Bujold est canadienne. Elle débute avec Alain Resnais, Louis Malle et Philippe de Broca, mais c'est dans Obsession de Brian De Palma et dans Faux semblant de David Cronenberg qu'elle connaît un succès international. Ces deux films la consacrent comme une actrice adepte des rôles féminins complexes, vivant une sexualité souvent inédite au cinéma. Amanda, la fille aînée de l'inspecteur Block, est interprétée par la propre fille de Clint Eastwood, Alison Eastwood. Alison Eastwood est née en 1972, elle est le deuxième enfant issu de l'union entre Maggie Johnson et Clint Eastwood, après Kyle, né en 1968. C'est son premier rôle important dans un film de son père, après une apparition muette dans Bronco Billy en 1980. Clint Eastwood avait déjà confié un rôle principal à son fils Kyle dans Honky Tonk Man 2 ans plus tôt. Alison Eastwood jouera dans 3 autres films de Clint Eastwood, dont La Mule en 2018. L'actrice de 12 ans est exposée à des séquences particulièrement dures et anxiogènes dans le film, mais Eastwood s'assure de l'encadrement psychologique de sa fille. Le biographe Richard Scheckel tente une explication de l'obsession d'Eastwood de faire tourner ses enfants dans ses films. Le souci de Clint d'impliquer ses enfants dans son travail trahissait une conscience de sa propre nature, des aspects de son existence qu'il ne pouvait pas séparer nettement. Clint a déjà été traqué, il portera une arme pour se protéger, sa fille sera plus tard menacée de la même manière. Le réalisateur filme magnifiquement Alison et leur complicité à l'écran est évidente. À ce titre, une belle séquence d'attention filiale s'avère la plus touchante de ce film, particulièrement ténébreux et cruel. Clint Eastwood souhaite éviter les comparaisons avec l'inspecteur Harry. Pour cela, il déplace l'action à la Nouvelle-Orléans et ne confronte pas son policier avec la hiérarchie. Cette fois, il mène l'enquête sans exaspérer ses supérieurs, mais accompagné simplement d'experts scientifiques. Le film est d'ailleurs un excellent exemple de procedural drama, c'est-à-dire un film criminel qui décrit avec une précision documentaire les méthodes scientifiques de la police. Mais avec La Corde raide, Clint Eastwood réalise un polar qui pourrait composer un diptyque avec Sudden Impact. Déjà, parce qu'il propose une vision alternative du personnage de Harry Callahan, un Harry qui céderait
à ses penchants refoulés, tout en tentant de reconstruire une cellule familiale. Ensuite, parce que les deux films décrivent aussi une sexualité morbide, créant des figures féminines puissantes qui déstabilisent les certitudes masculines. Sondra Locke était dans Sudden Impact, une vengeresse revenue d'outre-tombe pour dénoncer l'atrocité du viol. Dans La Corde raide, Geneviève Bujold est une psychologue qui enseigne l'autodéfense pour se protéger des hommes et qui aide Bloch à cerner sa double personnalité. On retrouve ici la réflexion sur la déconstruction de la figure de mâle alpha, déjà mise à mal en 1971 dans Les Proies de Don Siegel, puis plus tard dans son Impitoyable en 1992. La Corde raide est la traduction exacte du titre original. Effectivement, Wes Bloch évolue sur une ligne fragile entre le bien et le mal. Il est un anti-héros particulièrement dérangeant. Père dévoué et attentif le jour, il sombre dans la luxure et dans l'alcool dès qu'il se retrouve seul. Il doit alors trouver sa place entre une vie de famille déliquescente qu'il tente de sauver et son obsession pour ses dérives nocturnes. Figure double, c'est symboliquement en se regardant dans un miroir qui lui renvoie son image inversée que Bloch craquera une fois pour toutes. Comme le dit Noël Simsolo dans son livre, il s'agit pour lui d'une descente aux enfers et de l'autopsie d'une cassure. Dans un jeu fréquent à Hollywood, avec les sens cachés portés par les noms, le personnage s'appelle Bloch, et l'idée est bien de fissurer le personnage pour le faire renaître. Cette dualité occasionne des ruptures de ton passionnants, perdant le spectateur entre des séquences vulgaires et d'autres à la délicatesse déconcertante. Ce qui étonne encore aujourd'hui, c'est la crudité de certaines séquences, à l'obscénité décomplexée. Comme lors de cette séquence de musculation qui devient la métaphore d'un rapport amoureux ou les sous-entendus grivois permanents qui jalonnent les dialogues. La Corde raide fait écho au sulfureux Cruising de William Friedkin de 1980, un autre thriller érotique confrontant un inspecteur à ses pulsions et ses vertiges identitaires et sexuels. La Corde raide va décupler les visions terrifiantes de Sudden Impact. Le film mêle ouvertement deux influences, celle du giallo italien très en vogue dans les années 1970 et qui s'essouffle déjà en 1984. Le giallo est un genre italien issu de romans policiers aux jaquettes jaunes des éditions Mondadori à partir de 1929. Les films mettent en scène de mystérieux tueurs gantés de noir, adeptes d'armes blanches et trucidant des beautés souvent dénudées. Ils possèdent des séquences de crimes spectaculaires, des bandes originales sophistiquées et des finales en forme de twist. On peut citer entre autres 6 femmes pour l'assassin de Mario Bava, L'oiseau au plumage de cristal de Dario Argento ou Mais qu'avez-vous fait à Solange de Massimo Dallamano. Dans La Corde raide, le giallo se retrouve donc dans le canevas de l'enquête, les séquences érotiques ou cauchemardesques, le goût pour une mise en scène de féminicides brutaux. Mais aussi les gros plans, qui collectionnent les détails érotiques et macabres et l'exploitation des caractéristiques architecturales labyrinthiques de la ville. C'est le second genre qui influence La Corde raide. Le slasher movie est le pendant américain du giallo, mais avec une radicalisation de ses composantes horrifiques. Dans ces films, l'enquête est moins importante que les meurtres sanglants perpétrés par des criminels pouvant posséder des attributs fantastiques. Les incontournables sont entre autres Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, Halloween de John Carpenter ou Vendredi 13 de Sean S. Cunningham. Dans La Corde raide, le tueur masqué, l'atmosphère de terreur nocturne ou le surgissement d'une violence graphique, voire gore, est l'héritage direct du slasher. Dans son premier film, Un frisson dans la nuit, Clint Eastwood plaçait déjà certains des archétypes du genre. Là, il ne s'agit pas d'une influence, mais d'un genre propre, essentiellement aux années 1980. Comme Sudden Impact, La Corde raide n'est donc pas qu'un simple polar, il est aussi un des plus beaux néo-films noirs américains, avec Blowout de Brian De Palma, le remake du Facteur sonne toujours deux fois de Bob Rafelson, ou Blue Velvet de David Lynch. Comme le dit François Guérif dans son livre sur le personnage de Bloch, son périple est un voyage au bout de la nuit, dont il ne peut sortir que meurtri et troublé, et cette ambiguïté fondamentale est bien celle du film noir. L'action se déroule à la Nouvelle-Orléans, une ville hors norme, dont le taux d'homicide, la pauvreté, la prostitution, l'alcool, les fêtes en font un lieu de tous les excès en 1984. Mais c'est aussi le berceau historique du jazz, si cher à Clint Eastwood, et très présent dans la bande originale du film. Cette ville s'accorde aussi avec le titre du film, car elle est représentée souvent en équilibre entre une approche documentaire et des visions oniriques ou surréalistes. Cette ville est le cadre de films qui traitent du mal qui ronge l'Amérique. Panique dans la rue d'Elia Kazan, Baiser macabre de Lamberto Bava ou Angel Heart d'Alan Parker en 1987. Aujourd'hui, elle est une des principales destinations touristiques des Américains, notamment pour son quartier du Carré français et ses très nombreux bars à jazz qui a supplanté Bourbon Street en popularité. Placer l'histoire en Louisiane, c'est aussi profiter de lumières nocturnes qui composent un univers à la fois urbain et gothique. La nuit est ainsi l'élément capital de ce polar ténébreux. Bruce Surtees, grand spécialiste des ambiances de nuit, est bel et bien le vrai co-auteur du film, car sur une durée totale de 1h54, on ne compte que 12 minutes de plan en extérieur jour. Son travail est donc considérable. L'obscurité filmée par Bruce Surtees a de multiples fonctions. La fonction narrative principale, le tueur se cache dans la pénombre et il est bien difficile de l'attraper car on ne le voit jamais. L'obscurité empêche le policier de séparer son travail de
ses obsessions et crée une zone mystérieuse et dangereuse. L'obscurité drape donc ce territoire unique de la Nouvelle-Orléans, qui est aussi caractérisé par une architecture complexe qui mêle les maisons de ville créoles aux influences espagnoles avec des bâtisses américaines aux détails victoriens. Il faut citer la plus belle séquence nocturne, celle de l'entrepôt de chars et figures de carnaval. Bruce Surtees y orchestre un génial ballet d'ombre, transformant l'entrepôt en une gigantesque maison de fête foraine, hantée par le tueur, prêt à surgir des ténèbres. L'inspecteur y est filmé à travers les mâchoires d'un monstre de carton-pâte, et Block plonge alors littéralement dans la gorge du loup. Notez la touche d'humour lorsque Clint Eastwood passe devant la figure du char de Ronald Reagan, qui reçut son soutien politique pour sa réélection la même année que la sortie du film. Élément folklorique de la Nouvelle-Orléans, le masque est aussi un motif central du film. Il est bien sûr très présent lors du défilé de Mardi Gras, l'événement le plus populaire de la ville, est présent dans le film. Les masques, mais aussi les maquillages, font directement référence à l'expressionnisme allemand, grâce, une fois encore, à l'éclairage de Bruce Surtees. Ils sont industriels, vénitiens, diaboliques, monstrueux, clownesques. Plusieurs clins d'œil à Fritz Lang sont faits lorsqu'Amanda reçoit un ballon des mains du tueur déguisé en clown. On y retrouve un hommage aux espions de 1928, mais aussi à M le Maudit de 1933, lorsque Hans, le tueur incarné par Peter Lorre, offrait un ballon à la petite Elsie Beckman. Les masques du film rejoignent certains des plus mythiques de l'histoire du cinéma, comme Orange Mécanique de Stanley Kubrick, Phantom of the Paradise de Brian De Palma, Le Silence des agneaux de Jonathan Demme, et bien entendu celui hors concours, Des yeux sans visage de Georges Franju. Malgré son ambiance cauchemardesque et ses thèmes sexuels qui l'éloignent du cinéma familial, La Corde raide est un très grand succès public qui engrange 50 millions de dollars de recettes sur le sol américain. La presse, dans son ensemble, salue la prestation de Clint Eastwood mais passe à côté des nombreuses qualités du film qui aujourd'hui ne font plus aucun doute. La Corde raide demeure un diamant noir dans la filmographie de Clint Eastwood, une œuvre rare, méconnue, insaisissable mais toujours passionnante. Bon film.